Je vais présenter les invités qui sont autour de moi. Florence Fouquet, vous êtes la présidente de la commission B2C de l'UFE. Vous êtes également, depuis très récemment, la directrice de la direction grand public d'Engie. Marjolaine Meignet-Millefer, vous êtes députée La République En Marche de la 10e circonscription de l'Isère. Vous êtes membre de la commission développement durable et co-animatrice du plan de rénovation énergétique. Dominique Desmoulins, vous êtes le directeur général de Promotelec. Pierre Leroy, cofondateur et CEO de l'entreprise EP. Et Raphaël Meyer, vous êtes cofondateur et CEO de Lancé Energy Storage. Florence, je vais vous laisser la parole pour commencer. Bonjour à vous. Un regard et un commentaire sur ce que vient de nous annoncer Olivier David, des annonces qu'on avait lues, qu'on avait appris certainement dans les jours qui viennent de s'écouler. Donc bonjour à tous, merci David. Pour rebondir sur ce que nous a dit Olivier David, moi je vais avoir essentiellement deux messages. Donc le premier, là où on est tout à fait convergents, c'est que l'efficacité énergétique, c'est vraiment le premier levier. Parce que ça permet de tout résoudre. On économise des ressources naturelles, on émet moins de CO2, on fait des économies d'argent aussi, avec ce qui se passe aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat, c'est très important. Et c'est tout bête, chaque atome, chaque molécule qu'on ne consomme pas, c'est des économies. Donc l'efficacité énergétique, c'est majeur, ça doit être la priorité. Et d'ailleurs, c'est juste un petit regret qu'on en parle comme ça en fin de séminaire en courant, parce que faut vraiment commencer par l'efficacité énergétique avant tout. Ça, c'est mon premier message qui est assez fort. Voilà. Le deuxième message, qui est donc sur ce fameux dispositif des C2E. Donc, les C2E, c'est un thème sur lequel on travaille au niveau de l'UFE, dans la commission B2C, depuis longtemps. Depuis un an, et c'est un des thèmes sur lesquels tous les acteurs sont alignés. C'est assez rare pour être souligné. C'est vraiment dommage parce qu'effectivement, c'est un dispositif où il y a de l'argent. 9 milliards d'euros sur 3 ans, c'est 3 fois plus que ce qu'on peut avoir sur le crédit d'impôt. Donc c'est absolument énorme. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le budget de l'État. C'est l'argent des fournisseurs. Donc on pourrait se dire, mais c'est pas possible, avec un tel dispositif qui a de l'argent et qui ne grève pas le budget de l'État, pourquoi on n'y arrive pas? Alors, pourquoi on n'y arrive pas? J'aimerais un petit peu vous décrire peut-être plus en détail et de façon moins technocratique que ce qu'on a entendu. Je vais surtout en fait parler au niveau des consommateurs particuliers, parce que c'est vraiment mon domaine d'expertise, que ce soit au sein de l'UFE ou chez Engie dans mon autre partie de vie professionnelle. En fait, pour qu'il y ait quelque chose qui marche au niveau d'un consommateur particulier, il y a 3 recettes. La première, c'est la marque. Il faut une marque forte. La deuxième, c'est l'offre. Il faut que l'offre soit claire. Et la troisième, c'est des canaux commerciaux puissants. Alors, on va reprendre chacun des termes dans le monde des C2E. Donc, tout d'abord, la marque. Personne ne connaît les C2E. Est-ce que vous avez dans vos proches des personnes qui vous disent « Ah, c'est chouette, j'ai envie de faire des travaux de rénovation énergétique parce que je vais déménager, parce que mon logement a 15 ans, je vais faire du C2E ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça une fois dans votre vie? Non. Et en fait, récemment, il y a eu un sondage qui a été publié par Opinionway en septembre qui dit que 78% des Français ne connaissent pas les aides en matière d'efficacité énergétique. Donc c'est encore plus large que le C2E. Donc, si on veut progresser, et ça, Olivier David n'en a pas parlé tout à l'heure, on parle au grand public, on parle aux gens qui ne connaissent pas ce sujet, qui ne sont pas des experts. Oublions le terme C2E barbare, là, ça ne veut rien dire, certificat d'économie d'énergie, et trouvons une façon d'incarner cette promesse, une grande campagne de com qui serait faite donc à la fois par l'État et par les fournisseurs d'énergie. Il faut voir, il faut en discuter. Il nous a dit qu'il était ouvert, donc on va en discuter. Mais commençons par ça. Et si on reprend l'analogie du secteur automobile, c'est vrai que tous les Français connaissent prime à la casse. Qui ne connaît pas prime à la casse ou prime à la conversion ? Pourquoi ? Parce que l'État a beaucoup communiqué au moment du lancement, il y a quelques années, de ce dispositif, et tous les constructeurs ont communiqué. Donc il faut d'abord s'inspirer de ce qui marche. Donc la lisibilité, la marque. Voilà, la marque. Le deuxième point, comme je vous disais, l'offre. L'offre, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit au bon prix. L'offre, elle n'est pas claire. En fait, c'est saupoudré sur une multitude d'actions, l'efficacité énergétique, donc on ne s'y retrouve pas. Et ce n'est pas au juste prix. Pour vous donner juste un exemple, pour illustrer, alors qu'il y a 9 milliards d'euros sur la table, aujourd'hui avec le dispositif des C2E, si vous voulez par exemple mettre une pompe à chaleur, il vous reste 8 000 € à charge après les C2E, après le crédit d'impôt. Mais
qui peut s'offrir 8 000 euros, même quand on a un ménage moyen, on ne parle même pas d'un ménage précaire ou d'un ménage très précaire. Donc en fait, il faut booster toutes les aides, raisonner en reste à charge. Il ne faut pas raisonner en bonification, ça ne veut rien dire, il faut se placer du point de vue du particulier, du consommateur. Un précaire, il va pouvoir financer 200 euros. Un précaire, je dirais, moyen, peut-être 500. Un ménage de retraités, peut-être 1500. Mais mettons-nous à la place des gens. On en parlait encore ce matin lors de la table ronde sur l'Europe. Il faut penser consommateur. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'énergie qu'il ne faut pas penser consommateur. Et là, on est très inquiet parce qu'on connaît un petit peu les mesures qu'a annoncé Olivier David. Et à nouveau, les primes vont être insuffisantes. Le dernier point qui est très important, je vous le disais, c'est les canaux commerciaux, c'est-à-dire c'est les personnes qui vont porter, qui vont faire ces travaux. Aujourd'hui, il y a un professionnel sur deux du bâtiment qui n'utilise pas les C2E, qui n'en parle même pas, parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement administratif. Il y a des tomes de papier, on pourrait s'asseoir dessus, que du coup, ils ne proposent pas aux clients, c'est pas possible, ça leur fait perdre du temps. Donc à l'heure où on est digital, on en parle depuis ce matin, où tout devrait se faire avec un clic, supprimons tous ces papiers, digitalisons, simplifions. Et c'est bien qu'Olivier David nous ait dit, OK, on va travailler dessus parce qu'il y a du boulot. Et donc, si on a fait ces 3 leviers, comme je vous disais, une bonne marque, il faut changer le nom, il faut communiquer, il faut penser prix. Donc des restes à charge, il faut raisonner reste à charge, il faut raisonner vis-à-vis du consommateur. Et si également on simplifie et on a des bons canaux au niveau des professionnels du bâtiment, on va y arriver. Et enfin, mon dernier mot de la fin, c'est par rapport au thème de cette table ronde qui est un thème sur le partenariat. Pourquoi on s'est planté aussi? Parce que c'est un sujet sur lequel ça fait 1 an que l'État ne veut pas entendre tous les professionnels, les fournisseurs d'énergie, toutes associations confondues, les professionnels du bâtiment, également, je pense, un certain nombre de politiques. Donc il faut bosser tous ensemble parce que personne n'a la science infuse. Nous, les fournisseurs d'énergie, tout seuls, on n'y arrivera pas parce que le bâtiment, c'est notre métier, c'est pas notre métier, pardon. Donc on n'y arrivera pas tout seul. Travaillons tous ensemble et ayons une approche ici également locale. Parce que je pense que ce sont, par exemple, les maires qui ont la meilleure vision, on l'a vu tout à l'heure, de là où sont les urgences en matière de rénovation énergétique et de travaux. Et on ne va pas pouvoir vraiment craquer ça depuis un bureau à Bercy, ce n'est pas possible. Merci Florence Fouquet pour cette introduction. Je voudrais me tourner vers vous, Madame la députée. On va parler tout d'abord de la France, puis on ira sur votre territoire en Isère. L'enjeu est à 500 000 logements rénovés par an. Alors maintenant, c'est 750 000. 750 maintenant par an. Comment on y arrive? Comment on arrive à ce chiffre-là? C'est la bonne question. Moi, j'ai bien aimé votre spot du démarrage parce parce que ça fait rêver. On est loin, on est dans le monde en théorie et on se dit, moi, j'aimerais bien aller habiter en théorie parce qu'en théorie, tout est plus simple. Mais non, effectivement, on a un problème. Il faut qu'on se l'admette et qu'on se le dise collectivement. On a un souci sur nos trajectoires. On a annoncé au démarrage du plan de rénovation énergétique des bâtiments qui a été lancé en début d'année qu'on devait atteindre 500 000 rénovations ambitieuses chaque année et en réalité on est à 300 000 et comme on a pris du retard, c'est 750 000 qu'il faudra faire. Et d'ici 1 an on pourra se retrouver et puis on pourra encore ajouter des chiffres plus élevés si on ne fait rien. Donc effectivement, la bonne question, c'est de savoir comment on va pouvoir aller plus vite, faire mieux. Et moi, je rejoins énormément de choses qu'a pu dire Florence Fouquet. D'ailleurs, je vous remercie pour vos propos parce que c'est parfaitement vrai ce que vous dites. Et alors, sauf la partie où vous dites que les politiques vous écoutent pas. Mais bon, je ne dis pas tous. Non, mais c'est un clin d'œil. Oui, non, je partage parce que je suis complètement d'accord sur la question des C2E. On peut faire beaucoup mieux, et on devrait pouvoir faire ça de manière un peu plus souple, un peu plus agile, en travaillant plus collectivement ensemble. Ça, c'est sûr. Vous avez dû suivre aussi les histoires du crédit d'impôt, la manière dont ça a été in, out sur la question des menuiseries, mais ça c'est un des sujets. Ça montre bien qu'on a du mal à travailler tous collectivement ensemble et à prendre le temps de se parler suffisamment en amont pour que quand les décisions, c'est le moment de les prendre, on ait eu le temps de traiter tous les sujets. Donc ça, je pense que c'est un bon apprentissage qu'on a pu faire là et qu'il ne faudra pas que ça se reproduise.
Je suis d'accord avec la question de la marque, de l'offre et des canaux puissants. C'est d'ailleurs pour ça, si on parle des fenêtres, que les fenêtres ont tellement consommé de l'enveloppe du CITE, c'est parce qu'ils sont extrêmement bien structurés, ils travaillent collectivement et ils font une communication massive auprès du grand public. Et c'est pour ça qu'ils ont représenté une part très importante de la rénovation énergétique en France. Moi, je me dis plutôt que de pointer du doigt les menuisiers en disant où ils ont fait trop, on devrait s'inspirer de ce qu'ils font et travailler en filière et en agrégeant les fabricants et leurs distributeurs pour qu'ils puissent travailler à des offres similaires. À mon avis, c'est possible. Et tout ça pourrait s'agréger dans cette fameuse marque qui a été développée, la marque Fer, qui a elle aussi la vertu de faire ça, c'est-à-dire d'avoir à la fois une marque qui est une marque que moi je trouve bien trouvée parce qu'elle n'écrase pas l'existant, mais elle permet à l'existant de coexister avec l'idée d'un rassemblement et d'un collectif. Et ça, je pense que c'était très important parce que les premiers freins qu'on a sur la rénovation énergétique, comme vous le disiez Florence, c'est que les gens ne connaissent pas bien les aides. Alors là, je suis moins critique que vous parce qu'effectivement, quand on pose la question comme ça, déjà rénovation énergétique, les gens ils vous regardent en disant et ensuite, tout de suite, de but en blanc, répondre quelles sont les aides. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sécher sur la question. En revanche, si vous demandez aux gens de manière un peu plus promptée, est-ce que vous savez que la TVA 5,5 est réduite pour les travaux? Est-ce que vous savez qu'il y a un crédit d'impôt typiquement pour remplacer certains éléments? Est-ce que vous savez? Là, à ce moment-là, les gens ils disent ah oui, c'est vrai. Donc c'est pas complètement perdu quand même. Et on a quand même une forme de connaissance, mais qu'il faut renforcer et que la marque Fer peut tout à fait entraîner et engager. Et je pense que ce qui est super intéressant également dans cette marque Fer, c'est qu'elle accompagne les professionnels, les structures, collectivités et autres qui s'engagent sur le sujet, et elle les fait travailler dans un même sens et dans une même énergie. Et ça, c'est primordial, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de cacophonie sur le sujet de la rénovation énergétique. Et là, on va peut-être arriver vers quelque chose d'un peu plus harmonieux, un peu plus symphonique. Qu'est-ce que vous apprenez sur le terrain, dans votre circonscription en Isère? Alors, ce qu'on apprend sur le terrain, c'est encore une fois, on rejoint sur les mêmes constats. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est aligné sur l'analyse de la situation. C'est que les gens, ils ont un problème avec le reste à charge, constamment. Et on voit d'ailleurs que les offres qui marchent bien, c'est des offres packagées, typiquement celles des combles à 1 euro, parce qu'il n'y a pas de reste à charge avec ce système-là. Donc moi, pour le coup, sur les C2E, j'aurais tendance à dire qu'on aurait peut-être plutôt intérêt à moins réfléchir à la question du client final, mais plutôt à l'intermédiaire. C'est-à-dire que pour moi, j'ai tendance à penser, alors après je suis peut-être minoritaire dans cette pensée-là, donc je vous la livre telle qu'elle, et non pas en tant que porte-parole du gouvernement sur la question, mais je pense que si on met à la portée du client final la question des C2E, on va créer de la confusion. Parce que vous avez des C2E qui sont bonifiés, par exemple, chez Auchan, chez Leclerc, etc. L'artisan qui va essayer de faire de valoriser ces C2E pour son particulier, effectivement, ça va lui prendre beaucoup de temps, comme vous l'avez dit. Et au final, il se fait traiter de voleur. Parce que lui, il peut arriver, par exemple, que en donnant 7 ou 8 euros ou une cinquantaine d'euros sur la facture, tandis que grâce aux bonifications ajoutées à des coupons magasins, finalement, la somme qui est donnée par la grande distribution est beaucoup plus grande. Donc ça risque de créer rapidement de la confusion, sachant que les plateformes de rénovation, elles aussi, comme elles veulent accompagner et qu'elles ne savent pas comment se rémunérer pour l'accompagnement aux ménages sur l'information sur la rénovation, ils prennent ces C2E pour accompagner leur structure. Et là aussi, des structures qui marchent très bien en accompagnement, dans pas longtemps, les particuliers pourraient leur dire « Mais qu'avez-vous fait de mes C2E? Vous me les avez pris et en fait, c'était les miens. » Donc moi, je me pose la question si on n'est pas en train de se créer des difficultés à venir. Réponse courte sur cette question, s'il vous plaît. Quid des aides fiscales avec les différents outils qu'on a aujourd'hui? Alors, c'est-à-dire, quand vous dites, par exemple, les CITE... Directement, ouais. Alors... quid la question, c'est, vous me posez la question de la prime, entre autres. Alors, le CITE, il y a un débat en ce moment, je ne vous le cache pas, sur le fait qu'on part du principe qu'un crédit d'impôt, c'est pas une bonne chose parce que ça irait pas aux ménages les plus précaires. Pour moi, c'est un mauvais débat parce que le crédit d'impôt, par principe, c'est effectivement plutôt envoyé vers les gens qui ont un peu des moyens
pour aller vers la rénovation énergétique. Et je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose que les gens qui ont un peu des moyens s'engagent dans la rénovation énergétique avec un petit coup de pouce d'orientation de la part du gouvernement. En revanche, effectivement, pour les ménages précaires, ce n'est pas un outil qui est adapté. Donc pour ces ménages-là, il faut effectivement aller vers un système de primes. Et cette prime-là, elle va être développée dans le courant de l'année prochaine pour fonctionner sur l'année suivante. Dernière question d'actualité qui dure, le service public de l'énergie. Alors, ce service public de l'énergie, ça c'est une question qui fâche également. Effectivement, tout le monde sait que c'est une bonne chose, qu'on en a besoin, un droit à l'accès à la formation neutre sur les questions de l'efficacité énergétique, c'est important. Et c'est porté par néanmoins, qui dans l'avenir? Et voilà, bonne question. La question qui le porte pour l'instant, c'est l'ADEME. L'ADEME qui nous explique que comme c'est un service public, ils n'ont pas vocation à le porter quand même beaucoup plus longtemps. Et là-dessus, l'État et les collectivités territoriales se renvoient la balle en disant que c'est la responsabilité de qui l'inscrit dans ses lignes budgétaires. Et donc le débat pour l'instant est plein et entier. Merci Madame la députée. Monsieur Desmoulins, directeur général de Promotelec, je veux qu'on parle ensemble du plan de rénovation, d'un regard que vous avez, deux axes qui vous choquent dans le plan. Moi, j'ai travaillé avec Marjolaine un petit peu sur le sujet. Donc, ce plan, il est remarquable parce qu'il reprend l'ensemble des connaissances sur la rénovation énergétique. Par contre, il y a un petit bémol, mais ça, on en a déjà parlé, c'est qu'il ne parle pas de carbone. Et le carbone a été un peu oublié. Alors moi, je voudrais dire deux mots sur la relation entre le carbone et le bâtiment, parce qu'on ne la voit pas toujours, cette relation. Et il faut quand même savoir que si, tout à l'heure, il a été dit dans le film que 30% des émissions sont liées au transport, il y en a quand même 25% des émissions de carbone qui sont liées au bâtiment. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de gros efforts à faire sur le bâtiment. Et quand on regarde les trajectoires qui ont été données par la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, le carbone émis dans le bâtiment, il réaugmente. Donc une trajectoire disant qu'on va vers la neutralité carbone en 2050, on n'est pas du tout sur la bonne ligne. Bon, alors là-dedans, il faut différencier le bâtiment neuf du bâtiment ancien. Alors le bâtiment neuf, j'en dirai un mot. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réglementation qui est en expérimentation depuis 2 ans, qu'on a appelée E+C-, qui consiste à dire « je prends en compte le carbone dans un bâtiment neuf ». Donc ça, c'est fait. Il y a une discussion qui est en cours. Il y a 15 groupes de travail qui discutent sur le sujet. Il va y avoir une première copie qui sortira à l'été 2019, peut-être à la rentrée, on verra bien. Et sur la rédo, toujours est-il qu'il y aura des niveaux de carbone et des niveaux d'énergie dans la réglementation pour le neuf. C'est-à-dire que si on revient un tout petit peu en arrière avec le rétroviseur, avec ce qu'on appelle la RT 2012, la RT 2012, elle a éliminé l'électricité du bâtiment neuf. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la réglementation. Et aujourd'hui, il n'y a que 15% des bâtiments neufs qui se chauffent à l'électricité. Ou à la pompe à chaleur, évidemment. Bon, voilà, c'est un fait. Donc aujourd'hui, la trajectoire, elle est connue pour le neuf et on y va bien. Par contre, sur la rénovation, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de réduction de carbone quand on fait une rénovation. Il paraît quand même assez peu entendable de dire que quand on va rénover un appartement ou une maison, on va se retrouver avec plus d'émissions de carbone après qu'avant, et c'est possible. Donc il faudrait quand même avoir des principes simples disant qu'on ne peut pas émettre plus de carbone après rénovation qu'avant rénovation. Et évidemment, comme vous le savez tous, le neuf, ça représente 1% du parc de logement, et la rénovation, c'est le reste. Donc il y a vraiment des efforts à faire dans ce domaine, et je crois qu'il faut faire de la pédagogie aussi sur ce carbone. Comment on remet l'électricité au centre de tout ça ? Il y a un exemple qui est tout récent. Il a été annoncé par le Premier ministre qu'on allait supprimer sur 10 ans le chauffage au fioul. Bon, très bien. Donc, ça a été annoncé. Bon, on manque un peu d'éléments sur l'accompagnement financier, etc. Mais il y a une chose fondamentale à faire, c'est que quand on part là-dessus, on doit, et je dirais que cette table ronde, elle reprend le partenariat entre le bâtiment, l'énergie et les territoires. Il faut que tout le monde réfléchisse ensemble. Comment je fais pour éliminer le fioul ? Alors évidemment, techniquement, on va dire c'est pas compliqué, on isole les murs et on met une pompe à chaleur. Il n'y a aucun problème. Bien sûr, c'est très simple. Par contre, quand vous savez que les gens qui ont des cuves fuel, c'est essentiellement du rural, et c'est essentiellement des personnes âgées, moi je vous défie d'aller expliquer à votre grand-mère que demain elle doit passer à la pompe à chaleur. Ça va être très compliqué. Déjà, pour les scientifiques, c'est pas simple. Alors pour les grand-mères, c'est encore plus compliqué. Et moi, je vous propose quelque chose de beaucoup plus simple, c'est de dire qu'en mettant 3 chauffages un peu intelligents dans sa maison, elle pourra chauffer les pièces qui vont bien, et ça ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup moins cher. On va écouter deux illustrations avec 2 chefs d'entreprise qui sont avec nous, Pierre Leroy et Raphaël Meyer. Raphaël Meyer, on va commencer par lancer Energy Storage. C'est quoi votre activité, c'est quoi votre produit ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir un petit peu le rôle de synthèse qui pourrait se retrouver d'ailleurs dans une nouvelle fiche C2E, Monsieur David, très bientôt. Il s'agit en fait d'une solution qui va essayer de faire converger efficacité énergétique et bas carbone avec un chauffage électrique intelligent. On a des
performances qui sont très importantes via de l'intelligence artificielle, faible, mais quand même performante pour l'usage qu'on a. L'idée, c'est de couper le chauffage automatiquement sans impacter le confort. Ça, on comprend bien que c'est de l'économie d'énergie sans impacter ce confort. Et puis l'aspect bas carbone, nous, on aime beaucoup la configuration de l'autoconsommation, et notamment photovoltaïque, qui, notamment dans la ruralité, je pense, peut trouver des cas tout à fait intéressants. Et pour le cas du remplacement des 600 000 chaudières au fioul, je pense que c'est une option. La batterie du radiateur lancé, puisque nous avons une batterie lithium-ion d'1 kWh dans le radiateur, permet de stocker en journée un excédent de production photovoltaïque et le restituer le soir, notamment en période de pointe. Donc c'est un appareil qui met un petit peu à l'état de l'art ce qu'on pouvait déjà faire dans les approches dites Smart Joule, c'est-à-dire des chauffages électriques pilotés qui vont essayer de réduire leur impact pendant la pointe et se mettre vraiment dans les prochaines décennies du bâtiment, c'est-à-dire un bâtiment dans la logique de le plus c'est moins, dans la logique de la RE 2020, qui va être capable de produire tout ou partie de son énergie. Le photovoltaïque aujourd'hui est une solution très fiable, peu chère, qui vit longtemps, quasiment pas de maintenance. Elle a également une portée pédagogique, puisque le panneau solaire, à la différence de la pompe à chaleur, se voit de l'extérieur. Et ça amène la question du stockage que nous proposons dans cette approche d'un radiateur qui dispose également de sa propre batterie. Élément important, c'est que la batterie, on ne demande pas de subvention pour ce faire. La batterie est à ce point peu chère dans l'approche lancée qu'on va même en porter l'investissement pour notre client final. Et la batterie, au bout de 10 ans, va être remplacée fournie, gratuitement. échangée, maintenue. Exactement, et gratuitement. Donc ce sont des approches où on va essayer de mettre les services systèmes, donc l'effacement, la réserve primaire, dans tout ce qui fait l'équilibrage actif d'un réseau électrique. La batterie, comme vous le savez probablement, permet d'y participer. Cette gestion va être assurée par l'ANCet et un certain nombre d'intermédiaires, agrégateurs d'effacement, fournisseurs d'énergie, et ça nous permet du coup de tiers-financer à 100% cette fameuse batterie de stockage d'électricité qui, ensuite, évidemment, permet de valoriser toute production renouvelable. Mais le photovoltaïque, encore une fois, nous paraît vraiment la grande tendance, on espère, du bâtiment. Et pour terminer de répondre à une question que vous ne m'avez pas encore posée, mais qui avait été posée tout à l'heure par monsieur Montloubou sur l'impact environnemental des batteries, eh bien, nous allons annoncer dans quelques semaines un premier projet de réutilisation en seconde vie de batteries de vélo électriques, issues donc de la mobilité. C'est le même principe qu'avec les voitures pour du vélo. Et là, on espère avoir une approche aussi exemplaire que possible et relativement peu chère pour le client ou la cliente finale. Vous avez reçu un prix au dernier CES, du reste. Pardonnez-moi, Madame la députée. Et il est d'Isère. Et on est d'Isère également. D'accord. Très beau département. Qui sont vos partenaires ? Il y a une vraie dynamique, je crois, en Isère autour de ces questions-là et autour des questions énergétiques. Qui sont vos partenaires pour l'instant ? Aujourd'hui, on travaille principalement avec le groupe EDF, donc différentes maisons, mais dès le départ avec la R&D, EDF Lab au Renardière, à Saclay. On a travaillé sur la valorisation du compteur Linky, le fameux compteur Linky. Donc on est Linky compatible avec notre appareil. C'est, je pense, un des moyens intelligents de mettre du Smart Joule un petit peu à l'ordre du jour. Mais on travaille également aussi avec Engie, en bonne intelligence, avec Direct Energy, Butagaz. Les fournisseurs d'énergie, nous pensons, peuvent être des bons intermédiaires. Ça a été abordé tout à l'heure dans en bon français, la route to market, notamment pour concevoir des bundles, des packs, où on pourrait avoir par exemple un radiateur lancé, un panneau solaire, une fourniture d'électricité adaptée, pourquoi pas avec une tarification dynamique, la batterie aime bien ça, et pourquoi pas même l'offre de financement ad hoc pour avoir un capex zéro et effectivement, sur la baisse des charges du futur, venir rembourser l'investissement initial. Et je pense que ça peut être un moyen pour les énergéticiens au sens large pour redonner de la valeur à la fourniture de l'électron. Merci pour cette découverte. Pierre Leroy, bonjour. Bonjour. Votre entreprise s'appelle EP. Qu'est-ce que vous faites chez EP ? C'est une plateforme digitale ? Alors, on est 50 Gaulois basés sur l'arc atlantique, une cinquantaine avec des bonnets rouges, des gilets jaunes. Et donc, on a l'ambition effectivement de faire bouger le marché de l'immobilier, qui est, comme vous le savez, réputé opaque et un peu archaïque. Et en se disant que améliorer et rénover son patrimoine, ça doit être une opportunité pour tout le monde. Et que pour ça, il faut recréer finalement de la confiance. Et la confiance, ça passe par la connaissance, et notamment la connaissance immobilière. Et donc pour ça, on développe effectivement une plateforme de services, un compagnon numérique immobilier, à destination d'un côté des particuliers
pour qu'ils soient facilités dans leur parcours de vie immobilier, qui est, comme vous le savez, très, très, très simple. Et de l'autre côté, pour accompagner les professionnels, parce que s'il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de projet. Et ces professionnels, il faut leur apporter des gains opérationnels et des gains commerciaux forts. Et la connaissance immobilière permet d'anticiper tout un tas de choses, parce qu'on n'est pas forcément obligé toujours de se déplacer dans le logement pour savoir que le logement est mitoyen et que je ne pourrais pas faire une ITE, par exemple. Voilà, c'est ça notre métier. Qui sont vos partenaires? Je sais pas la même question que Raphaël tout à l'heure, mais qui sont les gens qui sont dans cet écosystème avec vous? Alors, en fait, juste pour... je voulais faire la virgule là-dessus, c'est quand vous mettez bâtiment, territoire et énergie, on est quand même dans le monde des commodités, en fait. Et que, autant, effectivement, l'énergie, on a besoin d'en avoir. Quand il n'y en a pas, ou en tout cas, elle est trop chère, on n'est pas content. Le territoire, il faut autant qu'il crée des emplois et que je peux m'y loger sereinement, on est content. Le bâtiment, tout va bien, sauf quand il s'écroule. Mais par contre, je pense qu'il manque la dimension immobilière. Et immobilière, je l'ajoute parce que c'est finalement ce qui nous touche le plus, c'est ce patrimoine immobilier, la valeur du patrimoine immobilier. Et nous, on l'a compris, parce que ça fait 10 ans qu'on sévit dans la rénovation énergétique, et on s'est rendu compte, au bout de 7 ans, qu'on était sur un marché qui n'existait pas, la rénovation énergétique. Que la réalité, très concrètement, pour vous donner un ordre, on avait développé des beaux algorithmes pour faire du chiffrage travaux, éditer des plans d'amélioration de la rénovation énergétique en ligne, etc. Et puis, c'est bien, mais ça restait. On n'avait pas disrupté Dolce Vita et Bleu Ciel, donc on était très très malheureux. Et donc, on s'est dit, il y a sans doute d'autres manières de faire. Et c'est là où on a recontextualisé finalement les choses. Et on s'est rendu compte que quand on dit à un client, ta maison, elle vaut 300 000, fais 20 000 euros de travaux dedans et tu verras qu'avec toutes les aides en plus, tu peux peut-être amortir la moitié et que ce même logement, tu vas pouvoir le vendre instantanément 340 000 par rapport à la valeur marché. Et bien là, il y a un impact terrible et le déclencheur travaux, on arrive à l'obtenir. Et donc tout l'enjeu, ça a été de repositionner nous notre offre de service du marché de la green tech. On a été champion européen de la green tech, on a été très très contents, mais ça n'intéressait que nous, pour repositionner l'entreprise sur le marché de la PropTech. Alors la PropTech, je vous rassure, ce n'est pas les entreprises du nettoyage, c'est la contraction de Property Technology pour ceux qui ne savent pas, et c'est un marché qui est en très très forte évolution aujourd'hui. C'était 200 millions de dollars d'investissement dans les startups de la PropTech en 2012. On va dépasser les 10 milliards. C'est des acteurs comme Amazon qui viennent de racheter Plantes Préfab et qui livrent des maisons préfabriquées, connectées avec tous les contrats qui vont avec. Donc c'est une mouvance véritablement et une lame de fond. Et je pense qu'il y a tout intérêt à ce que effectivement les acteurs des commodités s'en emparent pour repositionner finalement et réenchanter leur proposition de valeur à destination du client final, en touchant le cœur et la raison d'être qui est la valeur refuge de l'habitat. Est-ce qu'on a des frontières qui sont en train de fondre entre les électriciens, le bâtiment, les énergéticiens? Est-ce que tout ça est en train de fondre? En tout cas, nous, c'est notre conviction. Par contre, on arrive sur un marché qui est extrêmement compliqué. Il faut désiloter les mondes. Là, le numérique a quelque chose de fabuleux. La PropTech, ça touche l'aménagement, ça touche la construction, la promotion, la gestion d'actifs, la transaction. Donc, et on est sur des acteurs qui ont une pensée où ils intègrent directement toute la chaîne de valeur. Donc oui, il faut décloisonner ces mondes-là. Il y a des passerelles évidentes à trouver et centrer ça sur l'expérience client pour effectivement, comme vous disiez, quand on voit qu'avec tous les efforts qui sont faits, il n'y a que 80% des gens qui ne comprennent plus rien sur les aides et que le panier moyen de la rénovation énergétique, il s'est effondré puisqu'on est passé de 5 000 euros à moins de 1 800 euros, on peut s'inquiéter. Dominique Desmoulins, est-ce que chez Promotelec, vous avez des liens avec ces deux entreprises qui sont là? On n'a pas des liens directs, mais on se connaît en particulier avec Lancé, parce que le radiateur électrique, c'est quelque chose qu'on suit d'assez longtemps, avec monsieur moins, effectivement. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut vraiment décloisonner entre le bâtiment, l'énergie et le territoire. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même, et Marjolaine vient de le dire, il y avait une ambition de 500 000 rénovations. On est, je crois, à 300 000. Et là-dedans, il y en a 75 000 qui sont perfusés par l'ANA, et il y en a environ 120 000 qui sont liés aux bailleurs sociaux. Donc ça veut dire que côté privé, ça n'avance pas. Et pourtant, il y a 9 milliards d'euros sur la table. Comment se fait-il qu'il y ait tant d'aides et si peu de rénovation? Franchement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, une des solutions, et c'est certainement pas la seule, c'est de faire travailler les filières du bâtiment,
tous ces métiers-là, les filières des énergéticiens évidemment, et puis ces territoires qui peuvent booster localement en fonction des énergies locales, en fonction d'une volonté politique, finalement pour avoir ce résultat-là. Mais je pense qu'on n'est qu'au début et on n'est pas aujourd'hui au résultat attendu. Madame la députée, votre regard sur le carnet numérique? Le carnet numérique, c'est un truc sur lequel je suis tombée en travaillant dans le cadre de la grande concertation sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et en fait, c'est le sujet qui revenait régulièrement. Les gens me disaient, mais il est où? Quand est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et en fait, à force d'en entendre parler, je me suis dit, bon, on va vraiment mettre le nez dedans. Et je me suis rendu compte que c'était à la fois un outil vraiment extrêmement intéressant, un outil qui avait été expérimenté sur 11 territoires différents, dans 11 dispositifs différents, qu'il avait donné amplement satisfaction et qu'en fait il était prêt à tourner. Et donc ça a été un jeu intéressant entre l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement, et de le faire re-rentrer dans le cadre de la loi Elan. Bon, on a gagné, il y est. Maintenant, dans l'année qui suit, il va falloir faire la colonne vertébrale de ce qu'il sera. Je pense qu'il faut que ce soit quelque chose d'assez ouvert, dans lequel les briques existantes des uns et des autres puissent s'intégrer de manière intelligente, et pas quelque chose de trop rigide, trop standard, qui, encore une fois, irait écraser les bonnes réflexions d'avant. On faisait la réflexion que chez les bailleurs sociaux, ils ont d'ores et déjà un certain nombre de dispositifs. Ça doit pouvoir trouver sa place à l'intérieur pour qu'on ait quelque chose d'uniforme et qui puisse permettre à ce que chaque personne en fait voit ça comme un peu son carnet de santé à lui. Le carnet de santé, tout le monde sait ce que c'est. On a des impulsions d'information dedans, on a des informations en disant tous les temps de temps vérifier tel truc. Voilà, et il faut qu'on ait la même chose sur le bâtiment. L'avantage de ça, c'est qu'au lieu que le carnet de santé soit attaché à la personne, il est attaché au bâtiment, ce qui fait que la personne qui va changer de logement dans le cours de sa vie, ce qui arrive quand même régulièrement, on est à des turnovers de 7 ans à peu près, pour qu'un locataire ou un propriétaire change de logement pour aller ailleurs, à chaque fois qu'il y a un départ, on perd tout ce qui était l'existant. On perd tout ce qui a été fait avant. On ne sait plus ce qu'il y a dans le logement, on ne sait plus où sont les notices d'utilisation des différents équipements. Et l'avantage de ça, c'est que ça crée finalement une mémoire du bâtiment qui peut être transmise encore et encore. On espère aussi qu'il y aura une forme de gradation, si vous voulez, qui permettra aux gens de se situer sur leur type de bâtiment dans une géographie particulière et qui puissent se situer en disant tiens, en fait, je suis un peu dans le rouge, je me rends compte que je consomme vachement plus que les gens qui habitent un logement similaire au mien avec le même nombre de personnes. Moi, je consomme beaucoup plus. Tiens, ça doit m'interpeller et générer des travaux. Merci pour ces commentaires. Florence Fouquet, on va refermer cette table ronde et ces échanges. On a fait très, très, très court. Le temps imparti était très court pour cette table ronde sur le bâtiment. Qu'est-ce qu'on en retient si on reprend de l'intervention d'Olivier David en ouverture jusqu'au propos à l'instant de la députée? Peut-être je vais essayer de faire un message de conclusion qui soit plus positif que mon introduction, en ce sens qu'on voit que il y a quand même une écoute qui a été dite clairement par Olivier David. Je pense qu'il y a un grand consensus de tous les acteurs ici présents sur le fait que l'efficacité énergétique, c'est très important. Il faut travailler dans le bâtiment, c'est la première des choses à faire. Ça, c'est très bien. Ce qu'on peut voir également dans cette table ronde, c'est que les solutions technologiques, il y en a plein. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire on a parlé radiateur intelligent, pompe à chaleur, il y a des chaudières à très haute performance également, il y a l'autoconsommation qui arrive. Franchement, on ne manque pas de solutions technologiques et enfin, on ne manque pas d'argent. Je le rappelle, 9 milliards d'euros sur 3 ans, c'est colossal. Donc tout ça, c'est des bons signaux. Maintenant, la chose, c'est de effectivement travailler ensemble. On va reprendre le thème de votre table ronde, partenariat. Ça fait 1 an qu'on demande du dialogue. On avait même écrit, pour tout vous dire, au ministre Sébastien Lecornu, lorsqu'il était sur les fonctions énergie, au mois de juin. Ça avait été signé par toutes les associations professionnelles et on n'a même pas pu le voir. Donc là, c'est une bonne nouvelle qu'on nous dit, ça y est, on va travailler ensemble. Pour bien travailler, effectivement, il faudra qu'on soit tous présents. Donc, comme je le disais, effectivement, les fournisseurs d'énergie, les professionnels du bâtiment, l'État, les élus, enfin voilà, qu'on soit tous présents. Et puis aussi qu'on ne mette pas trop de temps, parce qu'effectivement, pendant ce temps-là, tranquillement, les prix des C2E s'envolent. Ils sont passés de 2 € à bientôt 10 € par mégawattheure CUMAC. Derrière, c'est le consommateur qui paie.
Et on se demande finalement à quoi ça sert tout ça, puisqu'il n'y a pas de rénovation. Donc allons vite. En plus, je pense que toutes les questions autour du pouvoir d'achat actuellement font qu'on a tous compris qu'il faut aller vite. Voilà. Et il ne faut absolument pas rater cette première opération qui est annoncée, et ça je pense que c'est une très bonne nouvelle, cette opération de coup de pouce qui va débuter en janvier 2019. Et surtout, ne reproduisons pas les erreurs du passé. Raisonnons reste à charge. Vraiment, un foyer modeste, il ne peut pas payer 8 000 € une pompe à chaleur, il ne peut pas payer 2 000 € une chaudière à gaz, et c'est ce qui est en train de se profiler. Donc raisonnons reste à charge et communiquons beaucoup sur le dispositif et trouvons effectivement, comme vous le disiez Marjolaine, la bonne façon de travailler avec les professionnels et la bonne façon finalement, quel canal, est-ce qu'on travaille vraiment avec les professionnels, est-ce qu'on s'adresse au consommateur final, ça effectivement c'est un vrai sujet. J'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'on peut prolonger un tout petit peu, on peut garder 5 à 7 minutes pour encore échanger. Madame la députée, c'est vous qu'on a engagé à échanger, vous étiez reprendre la parole, on peut prendre ces 5-7 minutes génial. Mais j'irai plus loin. Au-delà de la question du reste à charge, je pense même qu'on peut aller à l'étape d'après et pas réfléchir simplement au coût zéro, mais il faut aller jusqu'à l'idée du gain de pouvoir d'achat pour les Français. Et je pense qu'il faut qu'on aille à communiquer de plus en plus vers l'idée que quand ils font des travaux de rénovation énergétique, il y a un gain de pouvoir d'achat. Typiquement, j'ai fait la synthèse que remplacer une chaudière fuel par typiquement un chauffage solaire, ça permet de gagner dès la première année, grâce à un éco-PTZ qui paie les travaux et vous commencez déjà à rembourser, vous gagnez dès la première année 30 €, dès la deuxième c'est 130, la troisième c'est encore plus et ça augmente bien plus vite ces gains-là que le coût de l'essence. Voilà, donc ça c'est un message à mon avis qu'il faut qu'on matraque. Par ailleurs, il y a des choses, à mon avis, qui peuvent être pensées et dites aussi dans le cadre de la PPE. Vous l'avez dit, et moi je suis complètement d'accord. Avant de réfléchir comment on produit de l'énergie mieux, il faut aussi vraiment en amont qu'on réfléchisse comment on consomme de l'énergie moins. Ça, c'est la première chose. Et oui, voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on peut vraiment travailler. Florence Fouquet. Écoutez, totalement en face, Marjolaine. Si vous voulez participer à nos réflexions, parce que je pense que vraiment sur un sujet comme ça, toujours avec plaisir. La vision des élus est super importante, quoi. Et je pense que le dispositif, il est trop techno, donc ça serait parfait. Et effectivement, consommer moins, c'est vraiment la priorité. Et c'est ensuite, une fois qu'on a réduit cette consommation, que tout ce qui reste, il faut que ça soit décarboné. Mais c'est bien dans ce sens qu'il faut prendre les choses. J'aimerais ajouter que je pense qu'il y a un des freins énormes aux travaux qui est la question de la confiance. De la confiance déjà entre les acteurs, les uns et les autres, parce que quand on est du secteur du bâtiment, quand on est du secteur de l'écologie, déjà au départ, on n'a pas les mêmes prismes du démarrage, ça c'est une réalité. Pour l'écologie, le bâtisseur, c'est celui qui veut artificialiser les sols et qui veut tuer les petites fleurs. Enfin, je la fais courte et stéréotypée exprès. Mais du côté du bâtiment, l'écolo, c'est celui qui met constamment des normes et qui empêche de bâtir, alors qu'eux, ils ont envie vraiment de loger le monde entier. Et vraiment, qu'est-ce qu'on nous embête avec ces normes écologiques? Donc, je crois qu'il faut qu'on sorte de ce sous-entendu d'opposition. De la même façon, quand on est un professionnel, on est intéressé que par le gain et par soi-même, et voilà. Et en réalité, moi je pense qu'il y a réellement aujourd'hui une convergence des intérêts. Parce que pour les professionnels, c'est des chantiers, parce que les acteurs publics, ils peuvent pas le faire tout seuls, ils ont besoin des professionnels. Et finalement, tous les acteurs font consensus. Et je pense que le premier message qu'on doit passer, c'est de la confiance les uns par rapport aux autres. Tout le monde a intérêt à avancer dans le même sens, et donc il faut avoir du respect pour les demandes des uns et des autres, parce que c'est pas des demandes malicieuses, c'est des demandes de bon sens. Et enfin, c'est vrai aussi pour le particulier, parce que le particulier, lui, son premier frein pour faire les travaux, c'est l'anxiété. Quand il y comprend rien, quand il sait pas, quand ça fait de l'anxiété. Et en fait, on parlait de la question du RGE qui était un peu attaqué en ce moment. On avait l'histoire aussi du DPE qui était attaqué parce que les gens disent oui, mais c'est pas fiable. Ben oui, il y a eu des cas d'abus. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens, des notaires qui m'expliquaient que devant eux, le client a appelé son diagnostiqueur et lui demandait de changer l'échelle d'évaluation et que ça se faisait comme ça. Donc ça, c'est un cas absolument à part, mais il suffit qu'il y en ait un seul
pour pourrir la communication sur le sujet pour tout le monde. Et vous savez très bien comment c'est en communication. Il suffit d'un mauvais coup pour qu'il soit répété 1 milliard de fois, tandis que tous ceux qui sont vertueux et qui font bien le boulot, on ne l'entend pas. Et c'est la même chose sur les RGE. Il y a énormément d'entreprises qui sont extrêmement sérieuses, et vous en avez quelques-unes qui n'ont pas fait le boulot correctement, et derrière, c'est ça qui va attaquer l'image. Donc on a vraiment besoin de confiance pour que les travaux se fassent. Merci beaucoup à tous, merci de votre participation à ces échanges.